Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 136 avec Stéphane sur RLP. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet polémique, mais nous allons le faire de face, sans avoir froid aux yeux. Nous allons parler de l'idéologie transgenre dans l'école, dans l'éducation nationale. Pour ce faire, nous avons eu un entretien avec Madame Sophie Audugé, la porte-parole de l'association SOS Éducation. Voici donc aujourd'hui la première partie où nous aborderons la présentation de l'association et des exemples d'actions significatives. Nous évoquerons la difficulté qu'il peut y avoir à porter aujourd'hui le concept d'intérêt supérieur de l'enfant. Puis nous parlerons du transgenre à l'école en faisant un état des lieux et en évoquant le syndrome de Benjamin et la psychopathologie qui est concernée. Nous verrons comment nos maternelles, nos écoles primaires et nos collèges sont infiltrés par de la propagande et nous nous demanderons très sincèrement si c'est vraiment à l'école de s'occuper de cela. Mais tout d'abord, de quoi s'agit-il? De quoi parlons-nous? Retour quelques mois en arrière sur une circulaire qui a fait parler d'elle, la circulaire Blanquer. En fin de semaine dernière, le ministère de l'Éducation nationale a publié un texte important concernant les élèves en transition de genre, les élèves qui ne se reconnaissent pas dans leur genre de naissance. Jusque-là, il n'y avait aucune règle précise qui encadrait leur statut dans le cadre scolaire. C'est désormais le cas. Regardez cette circulaire importante. Désormais, les élèves en transition de genre pourront librement adopter un nouveau prénom dans le cadre scolaire. Ils pourront aussi s'habiller sans contrainte selon leur choix et leur transition. Je cite: le respect des choix loués à l'habillement est également un aspect important de la reconnaissance de l'identité de genre de ces jeunes. Les vêtements autorisés et interdits le sont pour tous les élèves, sans distinction. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Sophie Audugé de SOS Éducation, qui est un syndicat. Bonjour Madame Audugé, vous allez bien? Oui, bonjour, très bien, merci beaucoup. Bon, merci beaucoup de nous avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour RLP, Radio Libre en Périgord. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, indiquer qu'est-ce que SOS Éducation? Qui êtes-vous exactement? Que faites-vous? Alors oui, SOS Éducation n'est pas un syndicat, c'est une association loi 1901, une association d'intérêt général, qui est née il y a un peu plus de 20 ans, puisque nous sommes nés en 2001 à l'initiative de parents qui souhaitaient rassembler tous ceux qui voulaient agir pour améliorer le système éducatif. Donc en fait, SOS Éducation est une association qui défend une école qui instruit, qui défend une école qui respecte l'autorité parentale, qui défend les professeurs et qui soutient les professeurs dans leur mission d'instruction et qui s'oppose à toutes les idéologies, puisque nous considérons que l'école est un sanctuaire qui doit garantir la sécurité des enfants, garantir leur instruction et fermer ses portes à toutes les formes d'idéologie. Donc nous intervenons à chaque fois que l'éducation nationale n'agit pas dans ce sens-là ou que des politiques éducatives sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant. D'accord, donc je vois sur votre site qu'en 2021, vous avez 79 372 abonnés à la lettre d'information, à l'email, au newsletter, que vous avez à peu près 50 000 sur Facebook et que vous avez 25 325 membres actifs actuellement. C'est bien cela? Oui, absolument. D'accord, donc vous avez, on va dire, effectivement un certain poids. Quelles ont été, durant ces dernières années, ces derniers mois, quelles ont été vos grosses actions, vos grosses victoires? Qu'est-ce qui a fait que vous avez donné un sens à votre existence? Alors sur les 3 dernières années, on a mené plusieurs combats. Le premier combat, c'est que nous nous sommes opposés à la fin de la liberté d'instruction en famille, qui est pour nous un droit constitutionnel. Donc nous avons construit et produit une note de synthèse assez fouillée, où nous sommes allés comprendre ce qui conduisait le gouvernement à vouloir à tout prix interdire aux parents d'instruire eux-mêmes leurs enfants, ce qui nous paraît absolument pas justifié. Et nous avons fait une note de synthèse qui explique pourquoi cette décision n'est pas justifiée. Et nous avons transmis ces éléments au ministère de l'Éducation nationale avec le témoignage de plusieurs milliers de familles qui ont été rassemblées dans un document de synthèse également. À chaque fois que nous prenons un sujet à bras-le-corps, nous menons une étude
la plus objective possible, c'est-à-dire que nous interrogeons des experts, nous interrogeons des personnes qui sont concernées, nous interrogeons des personnes qui sont d'accord, nous interrogeons des personnes qui ne sont pas d'accord, et sur la base de ce travail très documenté, nous produisons des notes de synthèse qui sont transmis aux parlementaires et qui sont également transmis au ministère de l'Éducation nationale, à travers lesquels nous lui demandons de retirer ces actions ou de mettre en place des actions qui sont conformes au rôle de la mission de l'école et à l'intérêt supérieur des enfants. Donc sur l'instruction en famille, nous avons pris clairement position pour le maintien de l'instruction en famille et le renforcement de certaines procédures de contrôle, en accord avec les familles qui pratiquent l'instruction en famille. Et puis nous avons également produit un travail important pour nous opposer à l'écriture inclusive à l'école. Donc là, pareil, nous avons produit une note de synthèse qui expliquait que l'écriture soi-disant dite inclusive est en réalité excluante, qu'elle éloigne de la maîtrise de la langue ceux qui en sont par nature ou par un handicap cognitif les plus éloignés. Et à ce titre-là, nous avons mené une action, là encore importante, avec une pétition qui a rassemblé plus de 53 000 signataires et qui a donné lieu à la circulaire Blanquer qui interdisait l'utilisation de l'écriture inclusive à l'école. Et puis un autre combat également, celui de la prise en charge des enfants en situation de handicap. Nous avons fait un travail avec une école partenaire pendant un peu plus d'1 an. Nous avons travaillé avec les équipes et une psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Et là encore, nous avons produit un certain nombre d'outils qui sont à la disposition de tous, notamment un guide psychopédagogique qui présente les différents troubles cognitifs qui empêchent ou limite les aptitudes d'apprentissage des enfants. Et nous avons là également pris position pour la prise en charge des enfants en situation de handicap dans des conditions dignes. Et nous nous opposons à la mise en situation de classe d'enfants en situation de handicap très très sévère, puisque nous considérons que ça constitue une forme de maltraitance institutionnelle. Plus récemment, nous avons pris position contre la circulaire Blanquer qui institutionnalise l'identité du genre ressenti dans l'école. Et nous avons là également mené un travail très important de documentation internationale. Nous avons produit une note de synthèse de plus de 90 pages. Nous avons mené une action également dans le cadre d'une pétition pour demander le retrait de cette circulaire. La pétition est aujourd'hui à 42 000 signataires et nous avons lancé également un recours en Conseil d'État pour le retrait de cette circulaire. Voilà. Et à côté de ça, nous intervenons dans les médias régulièrement pour faire état de nos travaux, du suivi des chiffres de l'instruction en France qui sont catastrophiques et sur les dangers et les dérives de ces idéologies dans l'intérêt supérieur des enfants. Bien sûr, c'est la seule chose qui nous intéresse. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Comment avez-vous l'impression d'être reçu actuellement par les politiques dans votre combat? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce qu'ils vous donnent leur oreille? Ou est-ce que actuellement porter vos idées est difficile? Alors porter nos idées est relativement difficile, je dirais comme toutes les idées qui ne vont pas dans le sens d'une parole unique et d'une parole binaire. Après, nous avons, puisque nos travaux sont quand même des travaux très rigoureux, nous avons quand même la possibilité d'échanger avec un certain nombre de parlementaires qui nous reçoivent et avec lesquels on peut avoir un débat aujourd'hui relativement technique. Et les arguments que nous apportons, à partir du moment où ils sont fondés sur des données probantes, il est très difficile de les remettre en question. Maintenant, est-ce qu'ils auront le courage d'agir? Ça, c'est une autre question. Et c'est en communiquant le plus largement possible tous ensemble que nous pourrons faire bouger les choses. Est-ce que vous avez eu l'impression, durant ces 20 dernières années, que nous évoluions vers cette pensée unique? Est-ce que vous constatez l'apparition d'une pensée unique? Oui, bien sûr. Ça, je pense qu'on est tous forcés de constater qu'il est très difficile d'exprimer la moindre mesure. Et que toute personne, même les plus qualifiées en la matière, qui oserait prendre position contre la doxa de communication du moment, se fait insulter avec des qualificatifs qu'on connaît maintenant, complotistes, fachos, transphobes, etc. Nous, on essaye de faire abstraction de ça parce que de toute manière, notre objectif, nous, c'est d'être ouvert au débat, de produire des travaux les plus objectifs et les plus rigoureux possibles. Et à chaque fois qu'une organisation ou que quelqu'un se dit en opposition avec ce que nous avons produit, nous, on propose d'échanger
et de débattre. Alors, Donc, on n'a aucun problème à changer ou débattre avec qui que ce soit. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on puisse échanger ou débattre sur des arguments et non pas sur des attaques personnelles. Et à partir du moment où on est sur les arguments, on peut faire avancer les choses. Alors nous, en tant qu'observateurs et relais d'information, nous avons reçu un certain nombre d'intervenants qui nous ont indiqué que cette pensée institutionnelle évoluait dans des directions qui étaient un petit peu toujours les mêmes. Est-ce que vous avez constaté, vous, une évolution des thèmes centrés autour des enfants et l'éducation des enfants depuis 20 ans ? Nous, ce qu'on constate, c'est que on constate, comment dire cela, de manière à peu près... Certains de vos collègues parlent d'un affaiblissement de la position de la famille et de l'affaiblissement des droits parentaux. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne chez vous aussi ? Disons que ça, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce soit la volonté. Je pense que c'est la conséquence. Je pense qu'on se fiche de l'enfant. Je pense qu'on se fiche complètement de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je pense qu'aujourd'hui, on considère que les enfants sont des enjeux politiques, électoralistes, et que on se fiche royalement de l'intérêt supérieur de l'enfant, on se fiche royalement de son bien-être sur le long terme, et c'est bien pour ça que la situation actuelle était absolument catastrophique. Et quelque part, ça nous paraît malheureusement encore plus grave. C'est-à-dire que quand on est capable, en tant qu'adulte, de soumettre, sans interroger sur le long terme l'impact chez les enfants, le port du masque pendant près de 2 ans, éloignant les enfants de l'accès au langage ou aux apprentissages fondamentaux, Là, clairement, il y a un problème de sens des priorités et de positionnement de l'intérêt supérieur de l'enfant comme une considération primordiale alors que c'est un droit fondamental. Tous les textes, qu'ils soient internationaux, sur les droits de l'enfant, nous rappellent que notre considération primordiale et la considération primordiale des États et la considération primordiale des politiques devrait être l'intérêt supérieur de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant à long terme. Et si effectivement c'était cette considération-là qui était prise en compte, mais une multitude de décisions qui ont été prises dans les 10 dernières années n'auraient jamais été prises. Soumettre 50% des enfants à une incapacité à lire, écrire, compter de manière absolument parfaitement maîtrisée à la fin du CM2 est contraire à l'intérêt supérieur des enfants, évidemment. Avoir 30% des enfants des milieux les plus défavorisés en zone d'éducation prioritaire qui ont, quand ils rentrent en 6e, à peine un niveau de lecture de CE2, c'est-à-dire qui n'accèdent pas au sens des textes qu'ils lisent et qui n'accéderont pas à quasiment aucune des connaissances pendant près de 4 ans en faisant des enfants soumis à une maltraitance institutionnelle et symbolique de mésestime de soi, est évidemment scandaleux, mais contraire à la considération primordiale de l'enfant et de son intérêt supérieur. Comment va-t-il, cet enfant, devenir un adulte capable de se projeter dans l'avenir alors bien même qu'il s'est fait humilier de manière institutionnelle pendant 5 ans? Ça n'a aucun sens si on positionne ces enjeux-là du point de vue de la considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est pourtant un devoir primordial des États et des politiques. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous voudrions maintenant venir sur cette circulaire Blanquer qui parlait du transgenre au sein de l'éducation nationale. Alors, tout le monde n'est pas forcément au courant, on voit passer des choses sur Internet, on se demande ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Que se passe-t-il actuellement? Y a-t-il effectivement une entrée de l'idéologie transgenre auprès des petits-enfants? Est-ce que ce sont des scandales isolés ou est-ce qu'il y a une volonté politique? Quel est l'état des lieux sur ce domaine? Alors, l'état des lieux est qu'il y a une explosion de la demande de changement de genre chez les enfants et chez les adolescents dans tous les pays européens. Cette explosion, elle atteint des niveaux qui sont extrêmement élevés et c'est une évolution exponentielle. Donc évidemment, on est parti de chiffres qui étaient très faibles, mais aujourd'hui qui commencent à devenir importants, avec des explosions qui sont de plus de 4000% par exemple. Donc on a bien des données qui sont assez effrayantes. On constate dans de plus en plus d'établissements scolaires que le professeur nous relate qu'en moyenne, c'est un enfant par classe. Donc, il y a évidemment, donc ça, on a de très nombreuses études aujourd'hui et de données probantes qui démontrent l'impact, évidemment, des médias, des réseaux sociaux, évidemment, qui constituent un ensemble de systèmes d'influence et d'emprise qui va modifier le regard de l'enfant sur lui-même. Et cette idéologie, puisqu'il s'agit bien d'une idéologie, fait croire en fait aux enfants, aux adolescents, que quelque part, la solution à leurs problèmes, à leur mal-être, serait qu'ils seraient nés dans le mauvais corps.
Et cette idéologie, elle s'est constituée par tout un processus de modification sémantique qui a transformé ce qui était un trouble psychopathologique qu'on appelait la transsexualité ou le syndrome de Benjamin, qui est un trouble connu, qui est très ancien, qui concerne très 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 peu d'enfants, en faisant croire que c'était pas un trouble, mais que c'était finalement une nouvelle norme sociale. Et qu'au seul motif de libérer la parole, on se rendrait compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui se diraient nés dans le mauvais corps. Sauf que le problème qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans les pays qui ont 10 ou 15 ans d'avance sur nous, ces pays-là font marche arrière pour une raison très simple, c'est qu'en ayant ce genre de simplification, ils ont affirmé engager des enfants dans une transition de genre, voire une transition chirurgicale, sur des enfants qui avaient d'autres troubles, qui avaient d'autres origines de souffrance, et sur lesquels finalement la médication, la chirurgie, qui a des effets évidemment irréversibles physiques et psychologiques, sont catastrophiques. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, si j'ai bien suivi, vont après se mutiler quelque part. C'est-à-dire que les femmes vont s'enlever les seins, les garçons vont s'enlever les organes génitaux externes, c'est bien ça. On va essayer de passer de l'un à l'autre de manière plus ou moins irréversible, mais je veux dire, c'est physique, c'est assez profond quand même, hein, c'est pas anodin. Alors, Alors là, c'était vraiment pour vous donner un contexte, hein, vous me demandiez un état des lieux. Concrètement, si on veut comprendre ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incongruence entre le sexe psychique et le sexe biologique est une psychopathologie qui se rencontre sur un nombre très petit de garçons, c'est en moyenne 1 sur 10 000 garçons, et 2 fois moins de filles, mais ça s'exprime très tôt, ça s'exprime entre 2 et 4 ans. Ces enfants vont avoir un rejet obsessionnel de leur sexe de naissance. Et cette souffrance, qui va les habiter en fait, on va caractériser cette souffrance comme persistante, c'est-à-dire qu'elle n'évoluera pas dans le temps. Et ces enfants garderont ce rejet extrêmement profond, ancré en eux, très 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 longtemps. Or, ces enfants étaient accompagnés par des psychologues, des pédopsychiatres, des endocrinologues, pendant toute leur évolution, de tout petit jusqu'à adolescent. Et puis, dans 70% des cas, ils allaient se réconcilier avec leur sexe de naissance, et une partie quand même assez conséquente d'entre eux allaient vivre avec leur sexe de naissance pour une part importante en tant qu'homosexuels, mais ils allaient accepter leur sexe de naissance, d'accord ? Et puis une part beaucoup plus petite, 30%, n'y parviendraient pas, et donc ces enfants devenus adultes qui avaient fait ce travail de vivre avec cette situation de souffrance, avec la famille, avec le corps médical, allaient décider de faire ce qu'on appelle une transition chirurgicale, c'est-à-dire d'en passer par l'ensemble des opérations qui pourraient les aider à avoir un sexe qui soit plus conforme au sexe psychique qui est le leur. Donc les 30% des 1 sur 10 000, c'est ça? Voilà. D'accord. Absolument. Mais ces chirurgies sont, comme vous le disiez très justement, très invasives. C'est-à-dire qu'évidemment, on va enlever des organes fonctionnels pour installer des organes qui ne seront pas fonctionnels, évidemment. Donc, si vous voulez, cette caractérisation de la transsexualité, si vous voulez, a perduré comme ça pendant un certain nombre d'années. Et puis, ils se sont rendus compte que ces adultes transsexuels avaient des phénomènes dépressifs après leur chirurgie. Et un certain nombre de médecins se sont demandé, mais si on avait fait les transitions plus tôt, si on les avait empêchés d'avoir finalement on va dire ce qu'on appelle les phénotypes, c'est-à-dire les marqueurs du sexe qui ne leur convient pas, peut-être qu'ils auraient pu vivre leur adolescence plus en phase avec eux-mêmes et peut-être qu'ils seraient devenus des adultes moins dépressifs. Et donc là a été mis en place, notamment aux Pays-Bas, un protocole qui s'appelle le Dutch Protocol, qui visait donc ces enfants dont on avait identifié une dysphorie véritable, donc une incongruence entre le sexe psychique et le sexe biologique, et auquel on proposait un parcours de transition pédiatrique, c'est-à-dire vraiment dans l'enfance. À 12 ans, on les mettait sous bloqueurs de puberté. À 16 ans, on les mettait sous hormones croisées, donc du sexe inverse au leur. Et à 18 ans, entre 16 et 18 ans, on faisait des chirurgies. Ce protocole a été mis en place et ensuite, une étude d'impact a été menée. Et cette étude d'impact a montré finalement que les données n'étaient pas probantes. Ces personnes qui avaient suivi ce protocole-là n'avaient pas moins d'anxiété, n'avaient pas moins de mécanismes de dépression. Et finalement, ce protocole-là n'a pas été prouvé par des données probantes. Pourtant, ce protocole-là, c'est celui qui est appliqué aujourd'hui encore à des enfants. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas appliqué à des enfants qui ont une incongruence de genre véritable, c'est-à-dire cette dysphorie, comme vous le rappeliez, qui ne concerne qu'un garçon sur 10 000 et qu'une fille sur 20 000, mais que c'est ce protocole qu'on applique aujourd'hui à des jeunes gens, c'est-à-dire des adolescents, qui sont en nombre beaucoup plus important,
avec une particularité, c'est qu'on a beaucoup plus d'adolescentes, donc de jeunes filles, que de garçons, c'est-à-dire que c'est juste 80% d'adolescentes aujourd'hui, et qu'ils n'ont pas eu de signes précurseurs dans l'enfance. Or, tous ces jeunes gens qui sont poussés par cette espèce d'euphorie trans, finalement, se retrouvent engagés dans un protocole de prise en charge avec des médicaments qui n'a jamais été approuvé, alors bien même qu'on refuse de prendre en charge de manière holistique la situation de ces enfants-là. C'est-à-dire qu'à aucun moment ces enfants vont entrer dans un processus de prise en charge de pourquoi ils veulent changer de genre, pourquoi ils ne sont pas bien dans leur corps aujourd'hui, quelle est la nature véritable de la souffrance qui est celle qui leur amène à penser que cette souffrance, eh bien, elle pourrait être solutionnée s'ils changeaient de genre et donc après s'ils changeaient de sexe. Tout ce travail psychopathologique qui était fait vraiment sur le temps long auparavant et qui permettait, comme je vous disais tout à l'heure, de s'assurer que l'origine de la souffrance, c'était bien cette incongruence entre le sexe biologique et le sexe psychologique. Cet accompagnement sur le temps long n'est pas mis en place aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu des lobbies transactivistes qui ont considéré que le fait de changer de genre ne relevait pas d'une pathologie, qu'il n'y avait pas besoin de faire de diagnostic et qu'il n'y avait pas besoin d'accompagnement psychopathologique. Donc aujourd'hui, on est en France, comme dans plein d'autres pays européens, soumis à cette idéologie qui a déjà infiltré l'ensemble de notre classe politique, avec un passage pour lequel le grand public n'est même pas informé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, on considère qu'un enfant qui dit « moi je suis né dans l'autre sexe » ou « je suis de l'autre genre », vous avez presque une obligation à affirmer son genre, vous-même en tant que parent. Et si vous questionnez ce ressenti de votre enfant, en fait, vous pouvez être mis en cause par votre enfant, comme si vous ne reconnaissiez pas son identité première. Et ça, c'est effectivement dramatique parce que vous vous retrouvez aujourd'hui avec énormément d'enfants qui sont à l'école comme ailleurs, absolument pas interrogés sur l'origine de leur souffrance, qu'on engage dans des parcours de transition médicamenteux, alors bien même que la souffrance qui est la leur n'a rien à voir avec le fait d'avoir un sentiment d'être né dans le mauvais corps. C'est autre chose qui les rend malheureux ou mal dans leur corps. Et là, on a des chiffres extrêmement probants qui prouvent cela. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Concrètement, est-ce que il y a des influences qui rentrent dans les salles de classe? Est-ce que ce qu'on entend avec des travestis, des transgenres, des spectacles un petit peu douteux, est-ce que vraiment ça existe? Est-ce qu'il y a des influences qui sont mises en face des enfants sans l'accord des parents? Alors, les spectacles travestis que vous évoquez, il y avait, je crois, Bordeaux qui avait décidé de faire ça, et effectivement, ils se sont fait un peu, ils ont été obligés d'arrêter parce qu'évidemment, tout le monde a crié au scandale et c'est bien vrai. Alors, c'est vrai que c'est pas une pratique courante en France, c'est une pratique très courante aux États-Unis. Ce sont des épiphénomènes pour l'instant. Au Canada. C'est pas encore, d'accord. Oui. Puis là, par contre, je pense qu'en France, les parents n'acceptent pas cela. Par contre, ce qui est acquis en France, c'est le fait que dans les écoles primaires, voire même en maternelle, on a des petits livres pour enfants qui racontent l'histoire d'enfants de 2 ou 3 ans ou 4 ans qui, pendant les vacances, ont changé de genre et qui sont partis petits garçons et qui vont venir à la rentrée petites filles. Ça, c'est déjà le cas. On a également des cours de SVT en collège et en primaire qui actent, ce qui n'est pas un fait, mais qui actent qu'il existerait un troisième sexe. On a des interventions d'associations LGBTQI+, qui fournissent des questionnaires dans les collèges où les enfants doivent se définir comme filles, garçons, autres. On a des communications par le planning familial du type choisir mon sujet de rédaction, c'est bien, choisir mon pronom, c'est bien aussi. Donc, si vous voulez, la question de savoir si en France aujourd'hui, l'idéologie du genre ressenti est institutionnalisée, oui. D'ailleurs, c'est comme cela que commencent les premiers mots de la circulaire Blanquer qui a été écrite par des associations transactivistes. La transidentité est un fait. Non. La réalité de la binarité du sexe biologique s'agissant de mammifères, or les humains sont des mammifères, ça c'est un fait. Les mammifères, les humains en premier lieu, sont catégorisés en mâles et femelles, tout simplement, si vous voulez.
Donc ça, c'est déjà acté dans l'école, cette remise en question de la binarité du sexe biologique. C'est-à-dire que aujourd'hui dans l'école, on considère qu'il n'y a pas que filles et garçons. On considère qu'il y a plein de formes variées d'identité et on considère que l'identité n'a rien à voir avec le sexe. Donc quelque part, on remet en question même le métabolisme et le côté biologique du développement de l'enfant, puisque évidemment, le développement du sexe de l'enfant procède d'un mécanisme complexe de développement à la fois du cerveau, à la fois des hormones, et que tout ça est évidemment lié. Or cela, c'est complètement nié, et on fait croire aux enfants et aux adolescents qu'en fait, il suffit quelque part qu'ils regardent en eux-mêmes ce qu'ils veulent être, et qu'à partir du moment où ils ont décidé ce qu'ils voulaient être, eh bien dans ces cas-là, le reste suivra. Et le reste, ça sous-entend la médecine et les médicaments, et évidemment la chirurgie. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Comment se fait-il que des points qui ne concernent pas l'instruction des enfants soient ainsi dans l'école et empiètent quand même de manière très directe dans l'éducation des parents? Parce que c'est quand même pas anodin, je veux dire, aller voir nos enfants à des âges qui sont quand même clés, avoir des discours qui sont potentiellement déstabilisants, si vous voulez, qui sont impliquants sur leur personnalité. Comment est-ce qu'on a pu laisser rentrer ça dans l'école? Est-ce que c'est à l'école de s'occuper de ça? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, tout cela, ça nous arrive aujourd'hui en pleine figure, mais c'est déjà organisé et orchestré de manière sous-jacente et masquée depuis de nombreuses années. Le procédé, en fait, est un procédé de lobbying international qui provient des États-Unis, qui est finalement mis en place à travers des associations LGBTQI+, qui sont rassemblées dans des collectifs qui s'organisent et se partagent les bonnes pratiques pour mener un lobbying transactiviste dans les pays d'Europe. Il y a un document qui est un document de référence en la matière, qui a été publié en 2019, qui s'appelle le rapport Iglio. Et ce rapport a été financé par l'un des plus gros groupes internationaux d'avocats et par une fondation qui est la fondation Reuters Sons. Et ce rapport visait à partager les pratiques de lobbying des pays les plus avancés pour cibler les jeunes, c'est exactement le type de rapport, pour cibler les jeunes des pays d'Europe. Donc, la plupart des associations LGBTQI+, françaises avaient pour mission, parce que c'est déjà fait, donc d'infiltrer les sphères politiques. Et dans les directives et même les règles de fonctionnement, il était clairement précisé qu'il fallait développer des relations personnelles avec des politiciens, exiger la reconnaissance d'un troisième sexe, faire en sorte que le principe d'autodétermination du genre soit reconnu légalement dans la loi. Et ça se faisait par un ensemble de conseils, de délégations qui devaient être mises en place. En France, vous le savez sans doute, on a une délégation qui s'appelle la DILCRA, qui au départ s'occupait de la lutte contre le racisme, la haine raciale et les discriminations, et qui a intégré justement la question du genre. Personne n'a compris à l'époque pourquoi elle l'avait intégrée. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, après la découverte de ce rapport et de cet protocole de lobbying masqué, tout s'explique, si vous voulez. Mais à l'époque, personne ne pensait que c'était aussi, quelque part, téléguidé que cela. Et ce lobbying, si vous voulez, visait à infiltrer les sphères politiques pour influencer les lois, en considérant que l'opinion publique, et notamment les très jeunes, suivraient. Et dans les recommandations de ce rapport, ce qui est assez choquant quand on le lit aujourd'hui, ils expliquent, et ils explicitent très bien, c'est écrit noir sur blanc, qu'il faut cibler les jeunes politiciens, créer des relations personnelles avec eux, parce que eux auront besoin d'électeurs demain, et que si ils soutiennent ces actions, ils auront l'opinion publique des jeunes avec eux.